Bon, je vous propose de démarrer cette session, ce webinaire donc consacré aux politiques de transition dans les territoires. Je suis Stéphane Coesi, c'est moi qui vais animer ce webinaire. On va accueillir différents intervenants tout au long de cette heure et demie sur laquelle on sera ensemble. Donc vous aurez accès à la fois à de la donnée, notamment une étude réalisée par le labo de l'ESS, accompagnée de témoignages, et ensuite un regard porté par l'Institut Godin sur ses outils d'accompagnement, le conseil régional par rapport à sa politique dédiée à l'appui aux dynamiques de coopération territoriale. Et enfin, on aura, pour conclure notre temps, Anne-Laure Federici du réseau RTES qui viendra apporter ses éclairages sur la thématique. Je vais demander tout de suite, vu qu'ils sont là, à Julien et à Julien Cordier, donc directeur adjoint de la CRES, et Quentin Pile, donc chargé de mission du conseil régional, de bien vouloir activer leur caméra et je vais leur laisser la parole pour introduire ce temps. Merci Stéphane pour cette rapide introduction. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et merci de votre participation. Merci à l'ensemble des partenaires de ce décryptage, la région, le labo de l'ESS, la Fondation des Lumières, le PTCE FIGACTEUR, l'Institut Godin, le RTES. Merci d'avoir rejoint ce projet-là. L'objectif de la CRES à travers ce type de décryptage est finalement assez simple, hein, c'est de rassembler, de sensibiliser, de donner envie d'agir, d'être utile sur des sujets qui sont finalement clés pour l'ESS en région. On a organisé déjà des décryptages sur les outils financiers, sur la fonction employeur, sur l'évaluation de l'impact social. Aujourd'hui, sur les coopérations territoriales, on voit bien que on est vraiment sur des sujets qui sont au cœur des besoins et des réalités de l'ESS. Alors bien sûr, on connaît le contexte, c'est un contexte d'inquiétude, c'est un contexte d'incertitude, avec une difficulté pour les structures à se projeter, une difficulté aussi parfois à trouver la bonne information. On note également un risque de repli sur soi qui est inhérent à toute crise et un risque pour les structures finalement de se replier sur elles-mêmes dans la phase de crise sanitaire et de confinement qu'on vit aujourd'hui. Et dans ce contexte, on pense vraiment que la coopération est essentielle. Alors, elle est essentielle à la fois pour trouver des solutions, pour recréer du sens, pour maintenir des activités, pour garder des liens aussi avec ses bénévoles, avec ses salariés. Et que dans ce contexte, bien sûr, la coopération est utile et absolument essentielle. On a la chance, en plus, à travers ce décryptage, de s'appuyer sur des ressources qui sont à la fois nationales et régionales avec l'étude du labo ESS, puisque cette étude à la fois nous permettra d'avoir un regard et un focus national, mais également avec des expérimentations et des initiatives portées dans notre région. Et je remercie encore une fois le labo parce que c'est intéressant et important pour nous de pouvoir s'appuyer sur ces ressources pour mieux accompagner demain les organisations dans notre région. Et enfin, pour ne pas faire trop long, je dirais que ce décryptage, il arrive au bon moment. Il arrive quelques jours après une conférence régionale de l'ESS portée par l'État, la région et la CRES, où la question de la coopération, des partenariats a été au centre. Donc, je trouve qu'on est déjà un petit peu dans la déclinaison opérationnelle des organisations qu'on a pu définir ensemble. Alors, je m'excuse par avance parce que je devrais vous laisser à 15h15 pour enchaîner sur d'autres rendez-vous, mais je vous souhaite vraiment une belle après-midi. J'espère que ce moment sera un moment vraiment d'échange, d'information, et vous trouverez un maximum d'éléments pour agir demain sur vos territoires. Et je remercie également, pour terminer, Quentin. C'est un décryptage et un projet qu'on a en tête depuis quelques mois et je suis heureux qu'avec Stéphane, on puisse le concrétiser. Voilà, je remercie encore la région pour sa contribution et je te passe la parole, Quentin. Je vais du coup demander à une autre intervenante, donc Nicolas Gerglova du labo de l'ESS, de bien vouloir activer sa caméra. Voilà, bonjour Nicolas.
Et donc, je vais te laisser la parole pour cette petite présentation. On reviendra sur le temps de Quentin un peu plus tard. Bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphane. Tout d'abord aussi un grand merci à la région Hauts-de-France qui, parmi d'autres, a soutenu l'étude dont j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui. Une étude donc sur les dynamiques collectives de transition dans les territoires, ce qu'au labo on a appelé de cette manière-là, mais qui traite au fait le sujet, effectivement, ça a été dit, de coopération territoriale. Donc une étude qui se base, vous le verrez, je l'expliciterai, sur une palette d'initiatives, de formes de coopération territoriale assez larges, volontairement, qui essayent de croiser également des expériences, bien évidemment, de l'ESS, mais également quelques-unes en dehors de l'ESS. Et ces dynamiques qui aujourd'hui donc sont très nombreuses et fructueuses, bien évidemment, on les aborde sous l'angle de résilience des territoires. Comment, en fait, ces dynamiques peuvent être leviers de la transition et de la résilience des territoires aujourd'hui. Peut-être avant que je rentre du coup dans plus particulièrement le sujet de l'étude, et je pense, Stéphane, si tu confirmes, il y aura un petit film peut-être à projeter de quelques minutes qui donne aussi la parole à d'autres acteurs associés donc, à cette étude et à d'autres acteurs du labo de l'ESS, notamment aussi à Odile Kirchner qui a piloté pour le labo cette étude-là. Mais peut-être avant cela, quelques mots simplement pour ceux qui ne connaissent pas forcément le labo de l'ESS, qui est un think tank, disons un laboratoire d'idées, créé en 2010 suite à l'initiative notamment de Claude Alpindéry, qui encore aujourd'hui est notre président d'honneur, et qui est donc dédié à l'économie sociale et solidaire dans sa transversalité, et qui s'est notamment, du coup, le labo structuré en 2011 autour de l'initiative des États, de ce qu'on appelait les États généraux de l'ESS, organisés à la Bourse de Paris, et dont un certain nombre de thématiques, d'axes de travail ont émergé. Et le labo, depuis, donc cette année, on aurait dû fêter les 10 ans du labo d'une manière très conviviale. Bon, ça n'a pas forcément été le cas étant donné la situation, mais on constate en tout cas que pendant 10 ans, le labo a pu travailler au total sur une dizaine, 11 thématiques. On est une petite équipe, mais on s'appuie sur beaucoup de bénévoles, des bénévoles experts qui viennent piloter l'ensemble de nos travaux. Je mentionnais à l'instant Odile Kirchner qui a pu piloter le travail sur les dynamiques collectives. Peut-être la slide suivante pour vous donner un aperçu plus concret des thématiques, hein, donc du coup des 11 thématiques que nous avons eu l'occasion de travailler depuis 10 ans au labo. Vous les voyez apparaître. Actuellement, nous travaillons par exemple sur le sujet de la santé, pas directement en lien avec la crise que nous connaissons. Ce travail a été prévu avant la crise de la Covid, mais bien évidemment, toujours l'ensemble de ces thématiques à travers le prisme qu'est-ce que l'ESS peut apporter, comment l'ESS peut faire levier par rapport à telle ou telle problématique. Nous avons par exemple, nos 2 dernières publications ont porté une sur la transition énergétique citoyenne, et l'autre très récente, sortie en octobre, sur le sujet de l'agriculture et de l'alimentation durable, sur le sujet de la précarité alimentaire, par exemple. Je vous mettrai les références dans le chat ensuite, hein, pour que vous puissiez avoir quelques éléments de détail là-dessus et aller lire nos travaux si cela vous intéresse. La slide suivante indique simplement quelques thématiques qu'on appelle donc du coup plus transversales, qui ne sont pas voilà, qui n'ont pas un prisme thématique comme celle que
que je vous ai fait voir à l'instant. Donc, par exemple, un travail du labo mené en partenariat avec l'AVIS et la Fonda sur les questions d'impact, de la création de valeur. Le labo a également un axe de travail sur l'ESS européenne. Et enfin, du coup, le travail qui nous réunit lors de ce décryptage aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait visionner le petit film de présentation qui rend les choses un petit peu plus vivantes maintenant, et je reprendrai par la suite. Oui, effectivement, je vais vous diffuser la petite vidéo, hein. C'est une petite vidéo de 3 minutes euh, qui présente l'étude, qui est très bien faite, très courte, très dynamique. Donc, sans plus tarder, on va basculer sur ce petit film. Il y a 2 points de départ à cette étude du labo de l'ESS. Le premier, c'est la conviction que face à l'urgence écologique et sociale qui exige un changement de modèle de société, les territoires de bassin de vie, c'est la bonne échelle pour mener des transitions à la fois économiques, écologiques, sociales, démocratiques, humaines. Et le second, c'est le constat qu'en France, il y a une multiplicité de dynamiques de coopération qui se développent sur les territoires, mais qu'elles sont souvent isolées les unes des autres et que finalement, elles traitent souvent qu'une seule partie du problème, une seule partie de la transition. L'économie sociale et solidaire n'est pas toujours présente dans ces dynamiques collectives de territoire, mais lorsqu'elle l'est, elle apporte beaucoup. Elle apporte d'abord son savoir-faire de coopération. La coopération est essentielle dans ces dynamiques. Or, l'économie sociale a un long savoir-faire en matière de coopération. Elle a aussi une force dans son ancrage territorial et puis dans sa gouvernance qui associe les acteurs locaux. Donc, elle a beaucoup à apporter, ainsi que son sens de l'innovation. Pour la première fois, avec cette étude action du labo de l'ESS, nous avons construit de la transversalité entre tous ces acteurs. Alors à la fois le rapport et les visites de terrain, ça a été extrêmement enrichissant parce que ça a permis d'identifier des invariants entre toutes ces dynamiques de territoire qui sont chacune sur des registres et sur des thématiques extrêmement différentes. Mais finalement, on a vu qu'on avait, oui, des invariants comme la question de la place des pouvoirs publics, la place des habitants, les statuts juridiques, les modes de financement. L'étude ensuite a permis vraiment de mettre le doigt là aussi sur les leviers, les freins de notre action et de nous corriger, je ne sais pas si c'est le mot, mais d'avancer, et ça sert un peu de référence aussi, un peu comme une boussole avec un regard extérieur bienveillant sur notre dynamique. Et depuis, on a opéré des changements. On avait vu pendant l'étude, par exemple, que la présence des habitants était assez faible dans notre initiative. Et on a pris la décision de déménager en centre-ville, dans un lieu ouvert. Et du coup, ça a complètement modifié la typologie de nos adhérents. Peut-on dire que les expériences présentées par le labo de l'ESS dans ce séminaire sont les maquis d'aujourd'hui? Voilà, alors on sait hein, que souvent il y a des petits soucis techniques liés à la diffusion de vidéos. Si jamais ça a été le cas chez vous, vous inquiétez pas, on va vous transmettre tous les liens ensuite, suite à la rencontre. Donc vous pourrez reconsulter cette vidéo si vous le souhaitez depuis chez vous avec une bonne connexion. Oui, effectivement. Merci beaucoup. La vidéo, je vous transmettrai aussi le lien. Elle est en ligne normalement sur le site du labo de l'ESS. Je reprends du coup peut-être effectivement, donc il y a un certain nombre de choses que vous venez d'entendre dans le film. La définition qu'on s'était donnée du coup de cette dynamique collective de transition dans les territoires, vous l'aviez compris, c'est vraiment ce qui nous a intéressé, c'est cette diversité d'acteurs qui coopèrent
à la fois les acteurs de l'ESS, mais également d'autres acteurs économiques du territoire, les habitants, composantes essentielles qui souvent distinguent aussi des dynamiques, comme je le mentionnais, qui ne sont pas forcément de l'ESS. On a pu aller voir les clusters d'entreprises, par exemple, ou les pôles de compétitivité, de celles qui justement sont de véritables dynamiques de transition et où les habitants, du coup, indéniablement jouent un rôle important. Mais bien évidemment, des dynamiques auxquelles participent également des pouvoirs publics locaux. Et d'ailleurs, il y a un bon nombre des dynamiques du coup figurent dans notre palette de terrain, qui ont même été initiées, portées par les pouvoirs publics locaux, les communautés de communes notamment. Ces dynamiques, donc du coup, ont vraiment chacune des objectifs tout à fait différents, mais qui parfois, bien évidemment, peuvent également converger ou se croiser sur certains points. En tout cas, cet objectif toujours de transition. C'est pour ça que nous mettons d'habitude transition aussi au pluriel, pour vraiment insister sur cette, voilà, sur cette complexité-là. Territoire zéro chômeur, oui, son objectif va être d'assurer à tous un emploi. Nous sommes allés voir des initiatives, par exemple, qui sont plutôt sur de la transition énergétique, des territoires énergie positifs. Mais par exemple, nous sommes allés voir une monnaie locale qui a plutôt un objectif de relocaliser l'économie, etc., etc. Ces dynamiques connaissent chacune, je parle toujours de ces 17 que nous avons étudiées, des maturités diverses. On a vu des dynamiques qui venaient presque de se lancer, en tout cas avec quelques années d'existence, et on a également visité des dynamiques très anciennes, comme par exemple la biovallée, l'écoterritoire dans la Drôme, qui en quelque sorte se construit déjà depuis une trentaine d'années. L'échelle géographique de ces dynamiques assez variable aussi, quand même plus peut-être dans l'urbain, mais on a aussi quelques dynamiques du milieu rural, avec certaines spécificités qui peut-être vont avec, qui convergent pour cette dynamique-là, et donc l'échelle qui va plutôt de communauté de communes, la plupart du temps métropole, et parfois, je recite encore la biovallée dans la Drôme, au-delà, sur des territoires un petit peu plus larges encore. La slide suivante vous donne donc un aperçu de ce qu'a notamment dit Odile Kirchner dans son introduction dans le petit film. Effectivement, ces dynamiques-là, en tout cas, l'intention un petit peu de cette étude, c'était de croiser effectivement des dynamiques qui convergent pas. Par exemple, effectivement, de territoire zéro chômeur avec un cluster d'entreprise, bon, on peut se demander. Et pourtant, quand on a vu disons des premiers débats, échanges entre ces deux porteurs de dynamique, parce que dans le cadre de l'étude, on a toujours veillé à avoir vraiment une démarche d'échange de pair à pair. Quand on a vu au fait les interactions et les échanges de regards croisés, c'était tout à fait inspirant. Donc cette intuition-là, c'est confirmé. Je le disais, donc je commençais à les citer quelques-unes. Au total, sur ces 17 initiatives, on retrouve 14 types de dynamiques. Donc j'ai cité TEPOS, le territoire zéro chômeur, mais on est allé voir bien évidemment aussi les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, les clusters hors ESS, je l'avais mentionné, mais aussi des projets alimentaires territoriaux, en l'occurrence un projet alimentaire territorial à Douai, dans le Doisy, donc dans votre région. On est allé voir aussi une marque territoriale, la monnaie locale, j'en avais parlé, mais aussi des tiers-lieux, etc., etc. Peut-être la méthode, quelques mots sur la méthode de l'étude, pour rapidement vous dire que c'est quand même, étant donné le nombre de terrains, c'est-à-dire 17 visites de 12 jours, un petit groupe labo plus des personnes ressources qu'on a constituées dans un groupe de travail, disons un comité de pilotage d'appui autour de cette étude. L'étude a quand même pris 18 mois et avec, comme je le disais, vraiment cette démarche de réflexion de pair à pair. Au total, on a organisé 3 séminaires de capitalisation et d'échange à Paris où les différents porteurs de dynamique ont pu vraiment
voilà, participer à des séances de travail et nous aider, nous, bien évidemment, à nourrir les livrables qui, donc du coup, je vous ai mis le lien dans le chat, se présentent sous, disons, 2 formats, à la fois les monographies, donc pour chacune des 17 dynamiques étudiées, avec une approche assez journalistique. Vous verrez, chaque thématique, chaque monographie traite l'histoire et comment finalement ces coopérations naissent, comment elles s'entretiennent dans le temps, avec quelle force, faiblesse, donc journalistique, mais aussi très analytique et aussi avec un aspect un peu outillage, toujours cette logique de transfert de pair à pair. Et donc en réponse transversale, donc se basant sur ces terrains, qui lui aussi essaye, donc, à travers plusieurs thématiques transverses telles que justement les coopérations, comment les monter, l'implication des habitants, les modèles économiques, la gouvernance, etc., croisent toutes ces expériences avec un certain nombre de propositions à visée opérationnelle, à la fois à destination des acteurs eux-mêmes, mais bien évidemment également à destination des acteurs publics. Les dynamiques, il y a une petite carte que je n'ai pas voulu surcharger avec voilà, les détails, mais vous voyez à peu près que voilà, on est allé un petit peu partout en France. Et puis la carte d'après met le focus sur les 2 initiatives que nous avons eu l'occasion d'étudier dans votre région. Donc, comme je le disais, le projet alimentaire territorial du Doisy, et la 2e initiative, c'était celle de la Fondation de France, Mine d'idées, donc le programme de la Fondation de France qui s'inscrit dans sa politique globale de soutien au territoire, disons, fragile sur certains points. Et donc ici, cette initiative, mais dont on parlera plus tard, parce que je crois que nous avons un témoignage de la part de la Fondation territoriale des Lumières qui vient aujourd'hui. Donc, grands acteurs publics et privés. Voilà, je enchaîne pour vous donner l'idée d'une intervention sur cette étude, était de peut-être vous partager quelques leviers sur les différents axes thématiques d'analyse un peu transversale de ces terrains. Peut-être à commencer, je parlerai ensuite de l'implication des habitants notamment, mais peut-être à commencer avec quelques leviers du coup de cette fameuse coopération. Qu'est-ce qui fait qu'une coopération se déclenche, marche, puisse durer dans le temps? Un aperçu rapide avec peut-être quelques exemples pour rendre ça un petit peu plus concret. Bien évidemment, identifier un projet, ça paraît basique, mais on se rend compte que c'est vraiment fondamental, des dynamiques qui, au fait, voilà, ne partent pas forcément dans des grandes idées et dans des projections à long terme, mais qui, au fait, se rencontrent, se croisent et se lancent ensemble sur un projet concret, avec des objectifs concrets, qui puis, une fois que ce projet est là, que cette victoire rapide, on insiste beaucoup là-dessus dans notre rapport, en quelque sorte, une fois qu'elle est acquise, vraiment, ça permet d'asseoir la coopération et au fait de déclencher d'autres projets et du coup de nourrir la coopération par la suite. Ce qui est très utile et ce qui vraiment est beaucoup mis en place par les différentes dynamiques, c'est cette notion de récit, de narration de leur dynamique, en s'appuyant sur justement ces victoires rapides, mais aussi quelques figures, parfois, voilà, parfois un peu des figures de leadership qui sont là pour raconter le récit,
et positiver, bien évidemment, voilà, inscrire sa dynamique, au fait, dans une vision positive du futur, c'est également très, très important. Les outils pour raconter un récit peuvent être, par exemple, aussi des marques territoriales. C'est quelque chose, voilà, nous on a vu, par exemple, bon, dans la Bio-Vallée, mais aussi en Seine-Saint-Denis, avec une marque territoriale du département qui essaye de travailler sur un peu le changement d'image, peut-être parfois aussi de certains territoires. Cultiver le plaisir de faire ensemble, c'est quelque chose aussi qui peut paraître un petit peu banal, mais l'ensemble des dynamiques insiste toujours là-dessus. C'est vraiment ces dynamiques-là et les gouvernances aussi qu'elles mettent en place, il faut qu'elles vivent, qu'elles connaissent un ancrage territorial et que vraiment la rencontre soit un moteur de ces dynamiques. On le constate par exemple aussi sur le volet culturel et des manifestations, des événements culturels, c'est un levier très très important, notamment aussi pour des dynamiques en milieu rural, pour cultiver ce faire ensemble et les coopérations. Je continue peut-être sur l'autre slide. De toute façon, j'imagine qu'on aura peut-être moyen après d'approfondir un certain point au cas où il vous intrigue. Les leviers de l'implication des habitants. Comme je le disais, vraiment, les dynamiques de transition, il est essentiel qu'ils impliquent les habitants, ou plutôt qu'elles fassent de telle manière à ce que les habitants s'impliquent par eux-mêmes. C'est voilà, une petite nuance, mais disons que c'est l'idéal. Et ça commence par, bien évidemment, les dynamiques qui répondent à des besoins concrets des habitants. Ça paraît évident avec, par exemple, les dynamiques de territoire zéro chômeur, mais ça peut être aussi la dynamique, par exemple, des villages du futur qu'on a étudié dans le Morvan, en Bourgogne-Franche-Comté, qui est né au fait d'une réaction à la désertification administrative et disons le retrait de services publics des territoires, de ces territoires ruraux. Souvent aussi, un point important, c'est que afin que les dynamiques, ou en tout cas les porteurs de ces dynamiques puissent vraiment bien s'inscrire, bien répondre aux besoins du territoire, un diagnostic est important et là-dessus, par exemple, les financements de diagnostic, on se rend compte, ne sont pas très fréquents. C'est une question aussi qu'on a soulevée, alors qu'il y aurait certainement un besoin et ça permettrait de favoriser davantage de dynamique, certainement. Faire preuve rapidement avec du concret, oui, ça rejoint un petit peu l'idée des victoires rapides, des quick wins, là. Mais c'est vrai que vis-à-vis des habitants, c'est fondamental de démarrer vite aussi. On a souvent aperçu que le facteur temps peut être aussi parfois un frein à l'émergence d'une dynamique. Quand ça dure trop longtemps, on risque de finalement perdre les habitants en quelque sorte sur la route. Aller chercher les invisibles, oui, c'est une force des dynamiques, notamment par exemple, on pourra parler de mine d'idées. Alors les invisibles, c'est un mot un petit peu fort, mais qu'on a utilisé effectivement entre guillemets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des habitants qui, à partir du moment, par exemple, où ils ne s'inscrivent pas dans des dispositifs classiques de montage et de soutien au montage de projets entrepreneuriaux, en fait, n'osent pas forcément toujours, n'ont pas les outils nécessaires pour porter les projets. Or, ils représentent et on l'a vu avec Mine d'idées ou avec Territoire zéro chômeur, des ressources tout à fait considérables des territoires et de ces dynamiques collectives potentiellement.
La convivialité, j'en ai parlé, c'est bien évidemment essentiel. Libérer la créativité des habitants, oui. Comment faire? On a observé dans le cadre de l'étude plusieurs méthodes. En tout cas, voilà. Par exemple, la start-up de territoire, on en a même une initiative dans le Jura que nous avons étudiée est vraiment porteuse. La dynamique se structure vraiment autour de, voilà, de cette démarche-là qui consiste à rassembler les habitants d'un territoire et à les faire en fait réfléchir sur quels projets ils aimeraient bien mettre en place. Alors pas forcément eux, mais en tout cas quels projets ils souhaiteraient pour leur territoire. Et derrière, bien évidemment, tout l'enjeu étant de concrétiser les choses et à terme de trouver un porteur qui vient idéalement du territoire ou de faire venir les porteurs qui peuvent venir d'autres territoires. Mais ça peut aussi passer par d'autres méthodes de mobilisation d'habitants, comme par exemple les chantiers participatifs. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a beaucoup observé sur les villages du futur, dans le Morvan, mais ça peut être aussi disons, du design de services qu'on construit avec les habitants. C'est quelque chose qu'on a vu par exemple sur le tiers-lieu à Toulouse, les Imaginations Fertiles, un PTCE par ailleurs, les Imaginations Fertiles, qui vraiment se sont spécialisés dessus, qui développent leurs propres méthodes, toujours en arrivant à bien associer les habitants, à les faire entrer en quelque sorte par ce créneau-là. Voilà, je pense que on peut passer à la slide suivante. Sur effectivement encore un autre aspect, je parlais de coopération, je parlais de l'implication des habitants, c'est vraiment des éléments essentiels de transversaux, de montage et de vie, de dynamique collective. Il y a aussi la notion qu'on a fait, qu'on a mise en valeur dans l'étude de culture entrepreneuriale et si possible collectif. Parce que c'est là où l'ESS devient vraiment ressource par rapport à l'entrepreneuriat. Et ce qu'on a observé, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui est tout à fait important pour que la dynamique puisse vraiment aspirer à passer, changer d'échelle en fait au niveau de son territoire et en quelque sorte aspirer à ce que nous on a appelé dans l'étude faire système. Donc en fait à terme embarquer en quelque sorte dans la coopération ou impacter par ce que la coopération génère des acteurs qui ne font pas forcément partie de la dynamique en soi ou qui n'ont pas forcément l'intention voilà, à un moment donné, c'est vraiment un petit peu renverser la logique et passer d'une dynamique à tout un système. Et donc, du coup, cette culture entrepreneuriale, nous, dans la palette des terrains, on a eu des territoires qui soit vraiment, ça se voyait, se nourrissaient et étaient en quelque sorte vraiment des produits d'une culture entrepreneuriale, pas toujours collective, mais en tout cas au moins d'une culture entrepreneuriale significative préexistante de leur territoire. On l'a vu par exemple dans le Choletais avec un cluster d'entreprises qui s'appelle Nova Child qu'on a étudié là-bas, ou on l'a vu aussi dans le Pays Basque avec la monnaie locale Eusko. C'est clair que cette monnaie locale, on sent à quel point elle a pu se monter parce qu'elle se nourrit au fait d'une culture associative, entrepreneuriale ESS de ce territoire. Mais on a aussi observé des dynamiques qui, au contraire, se sont montées plutôt en réaction à l'absence, finalement, d'une culture entrepreneuriale collective. Et derrière, en fait, en quelque sorte, on a envie de dire, peu importe comment cela se passe au début, mais après, ce qui est intéressant d'observer, c'est que en fait, les deux, c'est-à-dire vraiment la dynamique de coopération et cette culture préexistante ou du coup absente, mais qui est en train de se forger, s'influencent dans les deux sens. Pour effectivement, idéalement, donc aspirer à se faire système. Et peut-être plus concrètement, ce qu'on a soulevé dans l'étude, c'est comment faire finalement, sur la slide suivante, pour donc du coup favoriser cette culture entrepreneuriale, parce que là où voilà, elle n'est pas forcément déjà installée, il est essentiel de la favoriser et ça passe bien évidemment par la sensibilisation, la formation des habitants
particulièrement, on dirait, les jeunes. Il y a eu par exemple, dans les Hauts-de-France, on a aussi, dans le cadre du terrain sur la Fondation de France et Mines d'idées, on a rencontré Euralance. Euralance, donc du coup, a par exemple initié une coopération avec le rectorat pour qu'en fait, il y a un espace d'échange entre les proviseurs de lycée et les entreprises locales, pour qu'ensemble, en fait, la formation soit repensée, pour que l'entrepreneuriat et le réflexe, en quelque sorte, entrepreneurial de jeunes, au sens large, en termes de portage de projets ESS hautes, soit pris en compte et soit encouragé. Donc ça, c'est un exemple très concret. Bien évidemment, inscrire l'entrepreneuriat dans le récit du territoire. J'ai parlé de l'importance du récit. Il est important de raconter en quelque sorte les success stories de territoire en termes d'entrepreneuriat pour inspirer et pour montrer que c'est possible et que c'est fructueux. Et ce qui est aussi essentiel dans l'aspect un peu plus terre-à-terre, mais c'est vraiment offrir un accompagnement individuel au projet. Tel que, par exemple, effectivement, ça a pu être fait dans le cadre de Mines d'idées, mais tel que on l'a observé aussi en Seine-Saint-Denis, avec cette marque territoriale du département, vraiment le temps homme, en quelque sorte, dédié à l'accompagnement individuel des projets. Après, il y a des dispositifs, bien évidemment, il y a des DLA, par exemple, il y a deux dispositifs du monde institutionnel ESS qui existent. Mais plus on a de ce type d'accompagnement individuel, mieux on se porte en termes de potentiel, de dynamique collective et de culture entrepreneuriale sur le territoire. Et s'ouvrir au réseau extérieur, ça c'est quelque chose qu'on soulève aussi, parce que c'est quelque chose que les territoires nous disent eux-mêmes, et c'est par exemple en BioVallée, ils insistent beaucoup sur finalement la part de brassage en quelque sorte entre à la fois les anciens du territoire, les néo-ruraux qui viennent sur ce territoire, mais aussi en brassage en termes de culture, parce que la Drôme est un territoire qui, depuis longtemps, a été un peu une terre d'accueil. Et du coup, sur la base de cet exemple, mais il y en a d'autres, on constate à quel point finalement cette culture, elle ne peut être riche qu'à partir du moment où elle est plurielle et où elle se forge au fait dans la diversité. Et là-dessus, quelque chose de très concret qui peut être encourageant, c'est des visites apprenantes qui peuvent être mises en place, par exemple, entre nous, dans le cadre de l'étude, encore une fois, ce pair à pair a été, du moins d'après ce qu'ils nous ont dit, mais a été très apprécié des dynamiques. Parce que justement, il y a ce miroir, il y a ce regard externe, en plus d'un territoire à l'autre, et donc c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Et en termes de levier de culture entrepreneuriale sur le territoire, peut être vraiment ressource et représenter un nouveau souffle. Un dernier slide, si je ne me trompe pas, avant qu'on passe au témoignage des deux initiatives qu'on a eu l'occasion du coup d'étudier dans le cadre de l'étude. Peut-être quelques mots sur les modèles économiques, parce qu'effectivement, c'est donc un point important et un petit peu problématique, parce qu'on sait que ces dynamiques connaissent souvent un équilibre économique fragile, en tout cas un équilibre est difficile à trouver. La plupart, alors là je parle vraiment au global, dans l'étude je vous invite après à découvrir le détail voilà, de chacune des dynamiques, mais au global c'est clair que les subventions publiques représentent souvent une partie importante, malgré le fait que les dynamiques développe aussi de l'autofinancement de plus en plus, ont différentes pistes et
Et du coup, nous, ce qu'on a surtout essayé de proposer par rapport à ces aspects économiques, c'est notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, d'encourager par exemple l'investissement des collectivités territoriales dans les SIC. Voilà, ce sont des dispositifs qui aujourd'hui existent et qui peut-être sont en quelque sorte sous-utilisés, alors qu'elles peuvent vraiment représenter un levier en termes de consolidation de modèles économiques de ces dynamiques. Bien évidemment, c'est également d'accepter de plus en plus, même si c'est déjà le cas pour beaucoup pour certaines collectivités territoriales, mais d'accepter de financer vraiment les dépenses en ingénierie de projets, mais surtout aussi en ingénierie de coopération, parce que la coopération prend du temps et représente au fait une valeur ajoutée, mais qu'on a souvent du mal à mesurer. Et d'où aussi l'importance de dédier des financements spécifiques aux démarches d'évaluation d'impact. Aujourd'hui, on constate que quasi-totalité des dynamiques que nous avons étudiées voilà, a du mal au fait à se lancer dans des démarches d'impact, d'évaluation d'impact, et pour autant en aurait besoin non seulement vis-à-vis des acteurs tiers pour faire preuve de ces résultats, mais aussi en aurait besoin comme un outil de pilotage en quelque sorte en interne. Donc nous, on est persuadés que ça peut être vraiment intéressant de dédier des fonds dessus. Voilà, je crois qu'à ce stade, j'ai fait un tour rapide. Merci Nicolas pour cette présentation très intéressante. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à passer par le chat. On y reviendra en fin de session pour que nos intervenants puissent vous répondre. Du coup, on va passer au témoignage donc de deux initiatives de coopération territoriale, donc la Fondation territoriale des Lumières et FIGE Acteurs, la Fondation territoriale des Lumières qui va être présentée par Florence Quin, sa déléguée, qui va revenir sur son historique, la genèse, parce que le projet a d'abord été porté dans le cadre du projet Mine d'idées de la Fondation de France, qui a donné naissance ensuite à la Fondation territoriale des Lumières. Florence, je veux bien que tu allumes ta caméra et ton micro et que tu commences ta présentation. Vous m'entendez? On t'entend, oui. On Très bien. t'entend. Bonjour à tous. Donc, merci à la CRES de m'accueillir au sein de ce webinaire. Donc, je suis Florence Quin, je suis déléguée de la Fondation territoriale des Lumières. Je vais vous parler donc de la Fondation comme une illustration de la coopération territoriale. Donc, c'est une jeune fondation puisqu'elle a été créée en 2018, donc elle n'est pas encore très connue. Elle intervient sur le territoire du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. C'est un territoire qui forme un croissant au sud de la métropole lilloise, qui traverse les arrondissements de Béthune, Lens, Douai, Valenciennes, donc vraiment qui va de Béthune à la frontière belge sur un territoire d'environ 120 km de long. Alors, comment est née cette fondation? Donc ça, c'est la diapo suivante. Nicolas vous a déjà un petit peu expliqué. Elle n'aurait sans doute pas vu le jour si la Fondation de France n'avait pas souhaité mettre en place un programme expérimental qui s'appelle Dynamique territoriale. Donc, Laure de Couvlar, de la déléguée régionale de la Fondation de France Nord, en parlerait bien mieux que moi. Mais ce que je peux dire, c'est que la Fondation de France avait l'habitude de travailler sous la forme d'appels à projets thématiques. Et elle s'est rendue compte que sur certains territoires, elle ne voyait pas émerger des projets, alors que ces territoires étaient présentés des indicateurs socio-économiques plutôt dégradés. Et donc, elle a choisi
de changer sa façon d'agir et de lancer un appel à idées et à projets, donc ouvert à tout thème, donc généraliste et sur un territoire circonscrit. Donc elle a lancé ce programme sur un certain nombre de territoires en France. Dans le Nord-Pas-de-Calais, elle a choisi un territoire qui couvrait les EPCI de Lens-Liévin et Hénin-Carvin et qui a été baptisé Mine d'idées. Alors, elle ne s'est pas contentée de lancer un appel à idées et à projets. Comme l'expliquait Nicolas tout à l'heure, elle a aussi mis en place tout un dispositif d'accompagnement des habitants qui pouvaient bénéficier s'ils avaient une idée ou une idée de projet, une idée un peu vague, mais ne savaient pas trop comment s'y prendre pour le concrétiser. Donc, ils pouvaient bénéficier d'un accompagnement à la fois individuel et collectif. Donc, elle s'est appuyée sur un certain nombre d'acteurs locaux. On a cité Euralens, donc Euralens en faisait partie, des acteurs associatifs qui étaient relais aussi de l'initiative et qui pouvaient orienter les habitants vers le dispositif, mais aussi des acteurs entreprises. Je vais citer Maison et Cité, qui est mon employeur. Je fais une petite parenthèse, mais notre fondation territoriale des Lumières est une fondation sous égide de la Fondation de France, donc elle n'a pas de salariés. Donc, ma mission de déléguée, je la réalise sur une partie de mon temps de travail dans le cadre du mécénat de compétences. Je ferme la parenthèse. Donc, Maison et Cité, c'est un acteur important sur ce territoire parce que c'est le bailleur des cités minières et qui est implanté depuis très longtemps sur ce territoire. Et donc, je reviens au résultat de ce programme. Ce programme de Mine d'idées a permis de soutenir sur 4 ans 70 projets. Ce qui a été jugé un résultat assez intéressant par un certain nombre d'acteurs justement qui étaient dans le giron de ce programme Mine d'idées et qui ont considéré qu'il fallait que l'initiative de la Fondation de France perdure au-delà de 2018. Et donc dès 2017, ils se sont constitués en collectif. Donc là, on va passer à la diapo suivante puisque ça a abouti à la création de la Fondation territoriale des Lumières. Stéphane, voilà, merci. Donc, un collectif de 10 partenaires, hein, donc des acteurs, des secteurs privés et publics. Donc, il y a 5 bailleurs HLM, Habitat du Nord, Habitat Hauts-de-France, Nord et Vie, CDC Habitat et Maison et Cité, qui sont des bailleurs qui ont du patrimoine sur ce territoire, mais également d'autres acteurs qui ont des métiers très différents, la santé, la protection sociale. Je vais citer l'ANAC, le groupe ANAC, qui est un groupe hospitalier, Filieris, le réseau de soins, l'ANGDM qui gère le statut des ayants droit du statut du mineur. Donc ces 3 acteurs comme Maison et Cité, ils ont vraiment comme particularité d'avoir un lien très très fort et historique avec le territoire puisqu'ils sont issus de l'histoire minière du territoire. Mais il y a d'autres acteurs qui en sont plus éloignés mais qui sont pour autant très ancrés comme le groupe de BTP Ramerie ou un autre acteur qui a un hôtelier, Esprit de France, un groupe hôtelier parisien, mais qui gère aujourd'hui l'hôtel du Louvre-Lens en face du Louvre-Lens et qui, comme les autres acteurs de ce collectif, se sont retrouvés sur l'envie d'aller vraiment plus loin que leur cœur de métier finalement et se sont retrouvés sur le souhait cette ambition de créer de nouvelles collaborations pour susciter l'envie d'agir des habitants, soutenir leurs initiatives. Ils ont vraiment repris à leur compte le programme Mine d'idées et l'ambition de Mine d'idées. Ils ont donné pour objet social à cette fondation la lutte contre toute forme de précarité. Alors, on va passer à la diapo suivante. Cette fondation, elle fonctionne sur le principe d'un appel à projet permanent avec des critères de sélection. Et là, je souhaitais simplement aussi encore illustrer la question de la coopération au sein de la fondation pour souligner que même dans les critères de sélection des projets que nous souhaitons soutenir, figure la coopération entre acteurs locaux. Donc, ça figurait déjà dans les critères de Mine d'idées. Mais c'est pour souligner qu'on a vraiment la volonté d'encourager à travers les projets que nous soutenons les mutualisations entre acteurs. On est attentif à les mettre en réseau
pour qu'il y ait des coopérations de compétences et aussi du transfert de compétences pour pérenniser les projets, notamment quand on est amené à soutenir un projet d'un acteur qui n'est pas forcément du territoire. On est attentif à ce qu'il noue des liens en amont de son projet avec les acteurs du territoire pour qu'il y ait une forme de transfert de compétences et qu'une fois que la mission du porteur de projet qui est à l'initiative du projet s'en va, à terminer son projet, eh bien, finalement, il puisse continuer. Il est mis entre les mains des acteurs locaux des compétences pour que le projet puisse continuer. Alors, diapo suivante, on a aussi une autre forme d'action qui consiste dans les appels à projets thématiques. Et là aussi, on est amené à travailler en coopération parce qu'on est une fondation redistributive et pas opératrice. Et puis, on est une fondation généraliste. Néanmoins, le comité exécutif de la fondation souhaite vraiment pouvoir, une fois par an, faire un focus sur un thème, sur un sujet, parce qu'il constate des besoins ou parce que c'est un sujet d'actualité. Et donc, tous les ans, on lance un appel à projet thématique et on s'entoure, dans ce cas, d'expertise avec des partenaires, d'expertise pour bien identifier les besoins liés, qu'on a identifiés, et donc pouvoir bien orienter notre appel à projet de façon à ce que les porteurs de projets puissent effectivement déposer des projets en lien avec ces besoins, mais aussi des partenaires qui vont nous aider qui vont être prescripteurs de notre appel à projet finalement, et qui vont nous aider à le diffuser auprès des porteurs de projets qui sont susceptibles de déposer des dossiers. Alors, 2 exemples. En 2019, on a lancé un appel à projet prévention santé et donc là, on a travaillé avec Eurasanté, qui est le GIE qui est proche du CHR de Lille. Donc, on a travaillé sur un volet participatif de son appel à projet sur le territoire du bassin minier. On a soutenu comme ça 6 projets. Et cette année, notre appel à projet est porté sur les jeunes et l'éco-citoyenneté. On l'a baptisé Supporter. Et là, on a travaillé avec la Ligue de l'enseignement et la Fédération des centres sociaux. Donc, pour ces appels à projets thématiques, on a également, bien sûr, des coopérations liées à des partenaires financiers qui nous aident à financer, bien sûr, les projets. Alors, un dernier mot. Alors, non, simplement... Pardon. Non, on peut passer à la diapo suivante. Excuse-moi, Stéphane. Un petit focus à ce stade sur où on en est aujourd'hui. Donc, en 2018, on a soutenu 6 projets. On était encore vraiment dans le sillage de mine d'idées. On a pris notre envol en 2019 avec 14 projets. Et cette année, on a pris des décisions de subvention sur 23 projets. On a vraiment eu à cœur pendant cette année, malgré le contexte, de continuer à réunir notre comité de sélection. On a réuni, comme prévu, notre comité exécutif qui prend les décisions de subvention. C'était important pour nous de pouvoir continuer notre redistribution de fonds auprès des porteurs de projets. Ça nous permettait aussi de leur donner cette perspective, même si on savait qu'ils n'auraient pas forcément la possibilité de déployer leurs projets dans le calendrier prévu, puisque beaucoup de nos projets reposent sur la participation des habitants, puisque c'est un des critères de sélection de nos projets. On a un dernier petit mot. Donc là, le programme Covid-19, c'est la dernière diapo. Donc, quand la crise est survenue, c'est une autre forme d'illustration de la coopération. Quand la crise est survenue, nous sommes vraiment posé la question, comme beaucoup de fondations, sur ce que nous pouvions faire à notre échelle. Donc, il y a beaucoup de fondations qui sont intervenues avec des moyens très importants, beaucoup plus importants que les nôtres sur l'aide aux soignants et la fabrication de masques. C'était vraiment bienvenu. Nous sommes une fondation de taille modeste et nous souhaitions trouver comment agir de façon significative sur le territoire. Et donc, nous avons fait le choix de nous inscrire dans l'un des axes du plan d'action de la Fondation de France, qui était le soutien aux structures de la solidarité. Et donc, pour ça, on a monté un programme avec Pas-de-Calais Actif et Nord Actif, qui consiste à venir en aide aux associations de taille modeste, moins de 10 salariés,
qui pourraient soit être confrontés à un besoin accru ou nouveau lié à la crise, soit être confrontés à des difficultés liées à une baisse d'activité, donc de trésorerie, liée au confinement. Et donc cette coopération avec Nord-Actif et Pas-de-Calais Actif était très importante pour nous parce que ces deux structures nous apportent l'ingénierie que nous n'avons pas, et notamment quand on est confronté à une situation, enfin on est confronté à une structure qui nous sollicite parce qu'elle a des difficultés. Il faut pouvoir poser un diagnostic, il faut pouvoir définir des modalités d'accompagnement dans la durée de la structure. C'est ce que fait Nord-Actif et ce que font Nord-Actif et Pas-de-Calais Actif, en plus d'une aide financière remboursable. Et de notre côté, côté fondation, notre choix, c'est d'apporter, en plus de cette aide structurelle, finalement, un don qui est forcément par définition non remboursable et complémentaire. Et c'était un peu une goulée d'oxygène complémentaire pour la structure. Donc voilà, donc nous avons ce dispositif, pour ce dispositif exceptionnel, alloué une enveloppe de 50 000 € et on a changé aussi un petit peu, bousculé un peu nos façons de faire, puisque nous avons décidé d'un circuit de validation accéléré avec la Fondation de France qui nous permet de pouvoir donner une réponse aux structures dans un délai de 15 jours. Donc ça change pas mal notre façon de faire. Et puis c'est du soutien en fonctionnement, alors que dans notre mode de fonctionnement habituel, on est sur du soutien de projet. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc la fondation, effectivement, elle illustre la coopération entre acteurs pour un territoire. C'est un peu dans son ADN de par son origine, mais je pense pouvoir dire que les principes de coopération entre acteurs sont aussi très ancrés dans notre mode de fonctionnement tout au long de l'année. Et ça, on le tient un peu de mine d'idées aussi, puisque ça a été, c'est ce qui nous a inspirés. Voilà. Merci beaucoup Florence pour cette intervention. Je profite aussi pour relayer les remerciements de Choisis ta planète, qui était un des projets soutenus sur le Bétinois et donc du coup qui, grâce à cet appui de la Fondation, a pu démarrer son projet. Donc voilà, les remerciements sont relayés. Merci. Du coup, on peut passer au témoignage suivant qui nous est apporté par Solène Rioblanc, qui est chargée de projet donc, à Fijacteur. Solène, je vais vous inviter, pareil, au même exercice, à allumer votre caméra et votre micro. Et dès que vous êtes prête à démarrer, je vous laisse la parole pour ce témoignage. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. On est plusieurs en visio, donc n'hésitez pas s'il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais pour l'instant, ça semble être bon. Donc Solène, je suis chargée de projet au sein de Fijacteur sur l'axe plutôt des énergies renouvelables. Mais ça, c'est pas la question aujourd'hui. Fijacteur, c'est une association qui a été développée en 2015 par des structures du Fijacois. Donc Figeac, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure sur la carte, c'est au sud-ouest de la France, mais plutôt au centre. On est sur un territoire du coup plutôt rural, puisque notre communauté de communes, c'est 92 communes et 41 000 habitants. Mais avec la particularité d'être un territoire rural dynamique, avec un taux de chômage relativement faible, qui est dû à une industrie qui est forte, notamment autour de l'aéronautique, donc qui était jusqu'à présent. On attend de voir ce que la crise va engendrer, mais du coup quand même de l'industrie ancrée sur le territoire et de l'élevage et un territoire assez agricole, qui se retrouve bien sûr comme tous les territoires ruraux avec les mêmes problématiques de vieillissement de la population, de perte de l'agriculture, etc.
Du coup, sur ce territoire plutôt rural, on a historiquement une coopération qui est assez ancrée et FIJACTEUR a été créé, donc, comme je vous disais, en 2015 comme PTCE, donc Pôle territorial de coopération économique, mais qui n'avait pas été financé par la Caisse des dépôts lorsqu'il y avait eu cet appel à projet. Et donc, on s'est structuré initialement pour répondre à des enjeux de mutualisation de services pour les entreprises du territoire. Quand je dis on, au début, c'est 5 acteurs du territoire, une coopérative agricole qui a été très impliquée et au cœur du projet de FIJACTEUR depuis le début, qui s'appelle Ferme de Figeac, une association d'insertion par l'activité économique, Regain, une association parentale sur plutôt la question du handicap, la PEAI, l'IUT de Figeac et un club d'entreprise. Donc des acteurs assez divers qui viennent du monde de la recherche, de l'association, de la coopération et qui historiquement, comme on est sur un territoire rural, se connaissent mais ne travaillaient pas obligatoirement ensemble sur des thématiques. Et en fait, au début, toutes ces structures se sont retrouvées autour d'enjeux communs pour développer l'attractivité du territoire. Et on a eu une approche plutôt projet, puisque ça a commencé avec plusieurs entreprises qui évoquaient la problématique de place en crèche et qui ont, après des demandes auprès des collectivités qui ne voulaient pas développer de nouvelles crèches, se sont rendus compte que c'était un frein pour pouvoir recruter de nouvelles personnes sur le territoire et ont décidé de se regrouper pour créer une crèche inter-entreprise. Donc, cette crèche a été montée en trouvant des financements privés autres et les entreprises qui font partie des groupes projets ont pu garder des places pour leurs salariés. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, on en parlait tout à l'heure, il y a eu besoin de s'ouvrir. Et du coup, l'association a commencé à s'ouvrir à d'autres structures, notamment des citoyens, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de l'entreprise classique, puisque, comme je le disais, on est sur notre territoire rural avec peu de structures liées à l'ESS, que ce soit publiques ou privées, même si avec un tissu associatif très très fort. Donc voilà. Je vais peut-être dire un petit peu plus précisément notre métier et ce que l'on fait. Donc on travaille surtout autour de 3 axes, donc la coopération entre entreprises, qui répond à travers la conciergerie, et je vous développerai les autres projets tout à l'heure. L'alimentation territoriale, donc tout ce qui est lié aux circuits courts, circuits de proximité, et la transition énergétique. Notre métier en tant qu'association aujourd'hui, c'est dans un premier temps de l'animation de réseau. Donc on parle de mobilisation des acteurs pour inspirer autour de nouveaux projets. Donc là, ça passe par notamment de la veille, des visites apprenantes sur d'autres territoires, développer un écosystème qui peut être moteur de synergie locale et durable à travers des temps d'échange, des événements, de la mise en lien entre les acteurs, beaucoup de réseaux, du partage d'informations et élargir l'impact social des entreprises, notamment en mettant en place des groupes de travail thématiques ou des formations autour de l'ESS. Donc ça, c'est la partie plutôt animation de réseau. La deuxième partie de nos métiers, ça va être l'accompagnement de projets pluriacteurs, donc des projets de coopération multi-acteurs venant de différents horizons, bien sûr. À travers ça, je vais vous développer ces projets juste après. Mais donc, il y a surtout... pardon, je me perds dedans. C'est de la prestation en fait par rapport à de l'accompagnement. Et on parlait tout à l'heure de la dynamique startup de territoire. C'est un événement
sur lequel on s'est appuyé et dont on fait partie de cette dynamique nationale qu'on a organisée en 2019, donc l'année dernière en septembre. Ça a été l'occasion sur le territoire de Figeac de regrouper plus de 250 personnes autour de projets soit existants et donc des ateliers de co-développement, soit sur des créations de projets pour mobiliser et faire se rencontrer des acteurs qui pourraient développer ces projets ensemble. Enfin, au-delà de l'animation de réseau et de l'accompagnement de projets collectifs, on fait de la prestation et notamment sur l'expertise autour de l'innovation sociale. Voilà, chose qu'on essaie de développer de plus en plus, notamment sur la diversification de notre modèle économique, dont je parlerai sûrement à la fin. Sur les projets, pour en parler un peu plus précisément, donc aujourd'hui je parlais de la conciergerie d'entreprise, la crèche interentreprise. On a aussi monté une conciergerie d'entreprise sur le territoire. Quand on parle d'entreprise, c'est au pluriel, puisqu'on n'a pas assez d'entreprises, on n'a pas de grosses entreprises permettant de créer des services des fois individuels. Du coup, on a réussi à mobiliser 5 entreprises pour créer des services aux salariés. C'est une association aujourd'hui qui existe depuis 3 ans et qui se développe puisqu'aujourd'hui on a 2 salariés sur ce projet qui est autonome et qui a un modèle économique qui est bon, qui marche. Donc voilà, on a cette crèche interentreprise, cette conciergerie, on a aussi le projet Figeac ENR. Donc à chaque fois, ça c'est des entreprises, des associations ou autres qui sont créées. Figeac accompagne et aide au développement de ces projets. Figeac ENR, c'est une société d'intérêt collectif qui a été créée pour développer les énergies renouvelables sur le territoire en regroupant différents acteurs locaux, publics, notamment associatifs et coopératifs. Je vais faire un petit focus dessus. Tout à l'heure, on parlait sur l'apport des collectivités, notamment par rapport aux fonds propres. C'est possible effectivement dans les SIC, mais aussi dans les SAS de production d'énergie renouvelable citoyens. Donc c'est le cas dans cette structure. En fait, l'ensemble des acteurs ont apporté du capital pour pouvoir développer des projets d'énergie sur le territoire. Donc voilà, c'est possible, mais on se retrouve quand même, il y a quand même des enjeux autour de ça, puisque c'est pas habituel pour les collectivités aujourd'hui de participer financièrement au capital d'une entreprise. Et donc, ça pose des questions, notamment sur le conflit d'intérêts, sur la culture de collectivité sur ces projets. Nous, on se retrouve face à ces limites aujourd'hui, où la collectivité, n'étant pas créatrice du projet, a du mal à participer dedans, de peur qu'il y ait des problématiques liées au conflit d'intérêts. Voilà pour ces projets. Donc ça, c'était pour donner quelques exemples. On se retrouve du coup face à différents enjeux, on va dire, par rapport à la coopération. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a commencé avec une approche projet, puisque l'idée c'était que c'est par le projet qu'on va réussir à coopérer, et c'est pas parce qu'on le décrète, tout simplement. Cette façon de faire ensemble, elle nous a permis très rapidement de développer des petits projets sur le territoire. Et puis, après 5 ans, on se retrouve face quand même à la question du passage au changement d'échelle, comme ça doit être l'être dans beaucoup de structures.
A priori, on a un petit souci avec le son, on ne vous reçoit plus, Solène. Donc je ne sais pas si vous m'entendez, hein, les autres participants, mais a priori, on a une coupure de liaison. Solène, on ne vous entend plus. Votre micro est coupé. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est revenu. Ah, ok, désolée. Donc je sais plus où j'en étais, mais juste pour finir sur cette question d'approche projet et de changement d'échelle, il y a donc cette question de reconnaissance politique, mais une question aussi géographique. On en parlait tout à l'heure par rapport au territoire et comment on est implanté sur un territoire. Nous, on est sur un territoire rural de petite échelle. Et ça pose la question, par exemple, sur les modèles économiques, si on prend un exemple de consigne de bouteilles, il y a la question de pérenniser les modèles économiques des projets. Et le fait d'être sur des petits territoires peut être bloquant sur ce développement de projet. Je ne sais pas si c'était clair. Enfin, si je peux parler d'un dernier point, ça pourrait être sur le modèle économique. Donc, comme je vous disais, FIGEACTEUR, l'association, au début, on n'a pas été financé sur le projet PTCE. Et donc, on se retrouve aujourd'hui sur un financement qui est autour de 70% de subventions, État, région, Europe, et 30% restant sur adhésion et prestations. Voilà. Et donc, il y a un réel enjeu aujourd'hui avec la baisse des subventions, de trouver des modèles économiques qui peuvent être plus pérennes dans la durée. Et sur l'implication des habitants par rapport à l'association, on observe aujourd'hui que parmi nos adhérents, donc on est sur une centaine d'adhérents par an avec des renouvellements depuis le début et plus de 150 personnes depuis 2015. Sur l'ingénierie de développement, donc, les projets accompagnés souvent n'ont pas les moyens pour financer ça, mais on essaie de sortir d'une logique, on va dire, je ne sais pas comment l'exprimer, mais clientéliste des adhérents sur de la consommation de projets. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. En gros, nos adhérents, on observe que beaucoup on va avoir du mal à mobiliser des fois nos adhérents du fait du nombre de projets importants, sur la durée notamment, et sans les perdre. C'est pas très clair. Voilà. Je vois qu'il y a des questions. Je sais pas s'il faut préciser d'autres points, si j'ai été claire. Non, c'était assez clair. On n'est pas tant sur une question, mais plutôt sur une remarque, une piste qui pourrait peut-être vous aider dans le développement du partenariat avec les collectivités, si je comprends bien. Donc, je vais la lire pour tout le monde, hein. Dans une dynamique de coopération territoriale, un travail de partenariat entre acteurs et collectivités autour d'un projet qui fait territoire ou écosystème est possible par le biais des statuts SIC. Toutes les structures alors engagées dans cette SIC participent au capital et sont ambassadrices de ce projet. Une piste de solution pour vous peut-être. Voilà, on était plus sur une remarque à vos propos. Oui, alors juste par rapport à ça, en fait, c'est sur les projets d'énergie. Donc, on est sur une SAS, mais qui est montée de la même manière qu'une SIC, donc avec des collèges fondateurs, habitants et partenaires.
Et c'est la spécificité des projets d'énergie renouvelable où c'est le même montage, enfin nos statuts sont écrits de la même manière que le SIC, avec quelques différences. Mais effectivement. Très bien. merci pour merci pour la remarque. Merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, on avait à cœur avec Nicolas, quand on a préparé ce webinaire, de présenter à la fois un projet en région, un projet ailleurs en France, pour démontrer effectivement que ce qu'on connaît ici, ça existe un peu partout en France et on va retrouver des similitudes dans les projets, et à la fois un projet qui part d'une coopération et qui soutient l'émergence d'autres projets et la mise en place d'autres projets avec la Fondation des Lumières à partir de Minidé, et de l'autre côté, une coopération qui est cette fois-ci plutôt dans l'action directe et qui rassemble autour d'elle pour développer des projets. En tout cas, merci à toutes les deux pour ces interventions. Je vais peut-être laisser la parole très rapidement à Nicolas pour conclure sur ce propos, et ensuite on passera aux autres intervenants. Nicolas, merci, j'espère que le son passe. Simplement parce que on va passer un petit peu au sujet du coup de plus près d'implication des collectivités territoriales et de soutien public en faveur de ces dynamiques. Quelques mots, quelques constats du coup toujours issu de l'étude sur les dynamiques collectives, ce qui peut parfois, alors comme je disais, disons à peu près la moitié, je pense, de mémoire des dynamiques qu'on a étudiées émanent parfois des collectivités elles-mêmes, ou en tout cas connaissent un rôle de la collectivité tout à fait important. En l'occurrence là, les deux témoignages, ce n'était pas forcément le cas, mais par exemple le projet alimentaire territorial dans le Douai, c'est exactement, on n'a pas eu l'occasion d'en parler aujourd'hui dans le détail, mais c'est exactement ça. C'est vraiment l'agglomération qui porte ce projet. Mais après, disons, pour venir en soutien des dynamiques plutôt issues de collectivités, de sociétés civiles, souvent, il est nécessaire, ce qu'on observe pour les pouvoirs publics, de changer un peu de posture, parce que souvent, et c'est normal, il y a un peu une crainte par rapport à un lâcher prise, par rapport au droit à l'expérimentation. La co-construction de plus en plus fait partie disons de la culture et des modes de travail à la fois des techniciens et des élus locaux, mais ne font pas encore la majorité. Donc tout ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai en tête par exemple l'exemple du territoire zéro chômeur à Villeurbanne, où c'est en l'occurrence une élue locale qui est très ressource de cette dynamique-là, et où même, en fait, nous disaient les membres du conseil municipal, des techniciens ou des élus, en fait, oui, nous, on passe d'une logique en quelque sorte de donneur d'ordre, sans connotation, voilà, mais à une logique de codécision. Et c'est pas, parfois, ça ne va pas de soi. Il faut vraiment le travailler. Les pouvoirs publics peuvent parfois jouer aussi le rôle de décodeur, de facilitateur pour ces dynamiques, parce que parfois, en repérage dans un écosystème institutionnel qui peut venir en soutien à ces dynamiques est compliqué, surtout souvent quand les dynamiques sont davantage sur le cœur de l'action, ou sur la mobilisation des habitants, par exemple. Bon, on a constaté quelques exemples aussi de ce soutien, de ce type de soutien-là de la part des pouvoirs publics, en tout cas de son potentiel. Bien évidemment, ça paraît évident, mais le soutien financier, bon, c'est essentiel, et aussi parfois l'apport en ressources humaines. Enfin, je finirai par là, la mission d'aménageur, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup mis en valeur par les acteurs de terrain. C'est vrai que le besoin de foncier, du bâti, soit, disons, mis à disposition, soit soutien à l'acquisition dans le cadre de montages financiers tels que par exemple des SIC ou des SCI ou une SIC voilà, peut prendre part, sont des montages. Nous, on le voit par exemple chez les Imaginations Fertiles à Toulouse, où le nouveau tiers-lieu
que cette dynamique-là a investi depuis peu, fait partie de ce montage relativement innovant, mais tout à fait vertueux. Voilà, quelques éléments là-dessus pour poursuivre avec d'autres par la suite. Merci Nicolas pour cette intervention. Ça fait parfaitement le lien vers notre intervenant suivant qui est Quentin Pile, donc qui est chargé de mission à la région Hauts-de-France, qui va nous présenter la manière dont la région intervient et soutient cette dynamique de coopération territoriale à travers différents outils, notamment le dispositif ACT. Quentin, si on a eu des petits soucis techniques tout à l'heure, je ne sais pas si c'est réglé de ton côté. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? Ah, oui, voilà. J'ai eu peur un instant. Moi aussi, j'ai eu peur. Désolé pour ces petits soucis techniques, mais l'essentiel, c'est qu'on s'écoute et qu'on s'entende. Déjà, remercier la CRES pour l'organisation de ce temps de décryptage qui semble utile et d'autant plus dans la période. Remercier aussi les intervenants pour leur participation et notamment FIGEACTeurs aussi, puisque c'est important d'avoir des regards extérieurs à la région Hauts-de-France. Alors, je vais essayer de couper, il y a peut-être un petit écho. Vous m'entendez toujours, j'espère. Il y a un petit écho, oui. Ouais, j'ai essayé de le régler, je pense que ça ira. Vous rappelez déjà que finalement ces dynamiques de coopération et ces dynamiques collectives, elles sont pas nouvelles pour la région. On part pas de zéro. Il y a des dynamiques de clusters, de pôles de compétitivité, de pôles territoriaux de coopération économique qui ont été enclenchés depuis plusieurs années et qui sont parfois intégrés pleinement dans la stratégie de développement économique de la région. C'est un sujet qui est travaillé en lien avec les réseaux de l'ESS, la CRES. Je salue aussi l'APES qui est présent parmi nous aujourd'hui, l'Institut Goudin, où ces éléments ont été travaillés dans la concertation autour de la première conférence régionale de l'ESS. Ça avait d'ailleurs donné lieu à un atelier animé par le RTES qui conclura ce temps de décryptage aujourd'hui, où on essayait de faire un panorama des actions possibles, des bonnes pratiques, des soutiens existants, mais aussi des freins à lever et d'identifier finalement les trous dans la raquette dans un contexte où finalement la logique d'appel à projet de l'État sur les pôles territoriaux de coopération économique allait s'arrêter il y a quelques années. Toute cette dimension a été reprise dans le schéma régional de développement économique avec un objectif clair qui est de favoriser ces dynamiques locales et de le remettre au cœur de la politique régionale parce qu'elles sont un levier de développement économique important et en essayant de trouver de les lier dans ces coopérations sur des nouveaux leviers de développement des territoires, un soutien à la création d'activités mais aussi d'emplois qui est un objectif majeur de la région, et enfin de favoriser aussi une logique de décloisonnement des acteurs de l'ESS sur leur territoire. Alors ça s'est concrétisé par un travail de repérage et de sourcing des dynamiques de coopération existantes, donc en lien avec les réseaux que je citais de l'ESS en région, par aussi le soutien à des travaux. Alors, le labo de l'ESS a présenté son étude auquel la région s'est associée, mais aussi l'Institut Gaudin qui travaille sur ces dynamiques de coopération depuis plusieurs années. Et enfin, le dispositif que je vais vous présenter, qui est le dispositif ACT, accélérateur de coopération territoriale économique. Ce dispositif, il est né sur le constat qu'il y avait une nécessité d'accompagner la structuration de ces coopérations qui sont souvent longues et complexes. Ça a été rappelé quand on présente la Fondation des Lumières ou FIGEACTeurs, finalement, c'est des longs processus qui vous sont présentés, qui sont concrétisés aujourd'hui par les actions et les activités qui vous ont été présentées. Et aussi le constat qui a été fait d'un manque aussi de moyens alloués à l'émergence et à la montée en puissance
ces dynamiques. D'autant plus qu'il y avait pour les coopérations économiques cet appel à projet de l'État qui s'arrêtait. Et donc l'objectif, c'était en cohérence avec la politique régionale de développement économique et particulièrement sur le champ de l'ESS, c'était de venir en soutien de ces dynamiques qui sont porteuses de nouvelles activités et d'emplois et aussi d'être en recherche de nouveaux leviers de développement pour les territoires. Les objectifs dans ce dispositif qui a été créé et dans le cadre d'une expérimentation en 2018 et puis renforcé en 2019 et sur cette année 2020, c'est à la fois d'être sur des projets qui sont multi-acteurs et multi-partenariaux, parce que voilà, c'est l'idée d'aller plus loin que la simple logique de mutualisation, de rapprochement, de fusion, ou voire de réseau, mais bien d'être dans des projets partagés par des acteurs divers, qu'ils soient des collectivités, qu'ils soient des porteurs de projets, qu'ils soient des entreprises de l'ESS, associations, coopératives, structures de l'insertion par l'activité économique, ou aussi des entreprises du territoire, des SAS, des SASU, voire même, pourquoi pas, des indépendants. Et je pense que l'exemple de FIGEACTEUR dans cette multidimension était assez éclairant de ce point de vue-là. Ensuite, les projets qui sont visés dans l'accompagnement que peut porter la région à travers ce dispositif, c'est de répondre finalement à des problématiques locales et que finalement, ça a été évoqué dans les deux projets présentés, on soit bien sur des solutions face à des besoins qui ont été repérés sur le territoire. C'est aussi venir soutenir des projets assez nouveaux et expérimentation, je ne dirais pas droit à l'erreur, mais presque finalement, et avec une place donnée dans la construction de ces projets, certes aux acteurs locaux qui sont ses partenaires, mais aussi aux citoyens. Et enfin, pourquoi accompagner ces projets? Parce que derrière, c'est potentiellement des activités et des emplois non délocalisables. Je vais passer sur finalement la cible des projets éligibles qu'on vise, et c'est la slide suivante. Finalement, on est sur ces projets multi-acteurs, qu'ils soient dans les coopérations portées par des collectivités, des entreprises, des acteurs de la recherche, qui vont viser à créer des nouvelles activités, des nouveaux services sur les territoires et répondre à des besoins repérés qui ne sont pas couverts aujourd'hui. Ça a été porté dans la présentation du labo de l'ESS et dans l'étude qui a pu être menée. Aujourd'hui, il y a une diversité de maturité de ces projets. Il y a peut-être au sein de l'assistance virtuelle des dirigeants d'entreprises ou d'associations, des porteurs de projets qui ont cette idée, mais il y a aujourd'hui un temps encore nécessaire de formaliser des partenariats avec d'autres acteurs du territoire, même s'il y a un pressentiment qu'il y a un besoin potentiel sur le territoire qui n'est pas couvert. Donc, je vais simplement voilà, reprendre en indiquant qu'effectivement, on est sur finalement quatre phases de projets éligibles sur ce dispositif, avec un soutien sur l'émergence de ces dynamiques, puisqu'il faut parfois s'attarder sur l'identification du besoin, même si voilà, il y a des pistes qui sont déjà évoquées, travaillées, mais qui demandent à être confirmées, pour derrière travailler les réponses par de nouveaux services, peut-être portés par la dynamique, voire des projets de création de structures pour y répondre encore plus fortement. Donc c'est l'idée de soutenir cette émergence de projets. Aussi se dire qu'il y a un certain nombre de dynamiques qui existent aujourd'hui, et j'entendais tout à l'heure parler de la piste de création de cycle, ou aussi de finalement matérialiser peut-être la coopération dans une entité
propre. Donc, c'est tout le sens de cette phase de structuration qu'on peut aussi accompagner sur le dispositif. Il y a aussi des démarches existantes. On a en région des PTCE déjà structurés et d'autres dynamiques qui sont en œuvre parce qu'elles ont pu être accompagnées via des initiatives, notamment de certains départements qui, il y a quelques années ou même encore aujourd'hui, peuvent accompagner ce type de coopération territoriale. Et donc, du coup, c'est de venir, via le dispositif, aider au franchissement de cap, voire au changement d'échelle. Ça a été évoqué par FIGEACTEUR sur le dispositif. Et enfin aussi, de se dire qu'il y a des initiatives, peut-être dans un territoire rural. Je prendrai cet exemple, il n'est pas forcément le seul, hein, mais en tout cas de se dire que sur un territoire avec une certaine réalité socio-économique, il y a peut-être un territoire similaire en région qui peut rencontrer les mêmes problématiques et que une initiative de coopération qui a été portée sur un territoire peut s'essaimer favorablement sur un autre territoire avec l'accompagnement d'une dynamique vers une autre qui émerge. Je m'attarderai sur la slide suivante pour vous dire aussi comment on a structuré le dispositif sur la cible. On peut être à la fois sur une cible entreprise de l'ESS ou une cible de PCI. Ça vous a été présenté par le labo de l'ESS, mais finalement, dans ce qui ressort de l'étude, c'est que ces dynamiques de coopération, ces coopérations territoriales, elles peuvent être ou à l'initiative des acteurs ou à l'initiative des collectivités. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette double cible. Mais aussi, dans les projets qu'on va accompagner, c'est que tout de même s'il y a finalement un bénéficiaire du financement de la région, voir dans les projets qu'on a bien un collectif d'acteurs hétérogènes, donc multi-acteurs, avec des partenaires publics, privés, associatifs, entreprises, qui sont là, avec une place des citoyens et potentiellement des futurs usagers qui est bien identifié, qu'on est bien aussi sur un projet qui repose ou qui entend mener une démarche de prospective territoriale qui permette de mettre en lumière des tendances lourdes sur le territoire et d'identifier des facteurs de résilience potentielle, et aussi qui est soit les germes, soit une organisation présentée selon les phases sur laquelle on se situe, d'une gouvernance démocratique et multipartenariale sur le projet. Ça rejoint voilà, ce qui a été présenté dans l'étude du labo sur cette idée que il y a finalement pour chacun des acteurs une sorte d'horizontalité à avoir et finalement d'accepter voilà, de mettre parfois des postures de côté. Et enfin, il y a une dimension qu'on essaye aussi de porter dans les projets qu'on accompagne et de repérer, voire d'encourager quand c'est pas forcément identifié dans les projets qui nous sont présentés, sur la démarche de recherche et développement territorialisé, en s'appuyant sur des partenariats de recherche qui permettent aussi de co-construire ces partenariats et de lever aussi ces verrous. Je vais enfin parler très pratico-pratique de ce qu'on vient financer particulièrement. Alors, il y a des petites subtilités selon les phases de maturité des dynamiques et de ce qu'on vient accompagner. Mais voilà, il faut avoir en tête que ce n'est pas un financement qui va financer l'ensemble du projet, mais ce qu'on vient bien financer, et ça a été dit dans l'étude du labo de l'ESS, c'est de l'ingénierie, c'est une subvention de fonctionnement. On n'est pas sur une logique d'appel à projet, c'est un des enseignements de l'étude aussi, d'appeler plutôt à des dispositifs d'appel à commun. Alors, on n'en est pas encore là, on est sur une aide qui est mobilisable au fil de l'eau, sans date butoir. Mais en tout cas, c'est l'idée de financer ces dépenses de fonctionnement et d'ingénierie. Sur les phases d'émergence, de venir pouvoir financer éventuellement des frais de prestation externes pour mener à bien cette démarche de prospective territoriale que j'évoquais. Sur la phase de structuration et de développement, c'est parfois aussi la prise en compte de
coûts liés à d'éventuelles expérimentations. Et enfin, sur la phase d'essaimage, c'est potentiellement des coûts liés au transfert des actions et à leur essaimage. Voilà rapidement et succinctement, alors que je pense que quelques personnes nous ont rejoints, la présentation de ce dispositif. Oui, alors je note la question dans le chat si une association est une entreprise de l'ESS. Effectivement, on est bien dans la définition du cadre de la loi de 2014. Donc, quand on entend entreprise de l'ESS, on est bien sur les associations, les coopératives, SCOP ou SIC, qui sont éligibles au dispositif, voire même aussi les sociétés commerciales agréées ESUS, l'agrément délivré par l'État. Si voilà, vous avez aujourd'hui un projet qui est en réflexion, je vais mettre dans le chat l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse échanger sur votre projet, sachant qu'on a aussi une logique, et ça va, je pense, être le sens des prochaines interventions, de ne pas être dans un outil de financement, mais on le pense comme un dispositif qui mobilise aussi un certain nombre d'actions que peut financer la région auprès des réseaux de l'ESS des Hauts-de-France, qui ont des actions dédiées pour aider à formaliser les projets, pour aider à avoir les bonnes réflexions, pour mobiliser aussi les bonnes ressources, donc des actions que peuvent porter la CRES à travers un certain nombre d'outils, la PES à travers d'autres outils, ou encore l'Institut Gaudin sur d'autres outils encore. Et cette logique aussi de travailler en partenariat avec les réseaux représentatifs de l'ESS en région pour mener à bien ces projets avec cette idée qui est portée dans la politique régionale de développement de l'ESS, d'être toujours sur cette double casquette, ou alors sur ses deux pieds et sur ses deux jambes, qui est l'accompagnement et qui est le financement. Voilà. Merci Quentin pour ta présentation qui, je pense, était riche d'enseignements pour les participants. On va remettre également dans comment dire, les remerciements et l'envoi du contenu du webinaire la fiche présentant le dispositif ACT, et je remettrai également les coordonnées donc des réseaux qui travaillent sur ces questions-là. On a cité la PES, la CRES, on fait également des choses. Parce que là, le temps tourne, on a pris un petit peu de retard et je m'en excuse. On ne va pas vous garder beaucoup plus longtemps. On a encore 2 interventions. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Chauchois, qui est le directeur de l'Institut Gaudin, qui travaille sur cette thématique-là, avec qui on a travaillé pendant plusieurs années sur les conditions d'émergence de dynamique de coopération, notamment les pôles territoriaux de coopération économique. Et donc, voilà, il va vous présenter l'accompagnement qui existe aujourd'hui au sein de l'Institut et dont vous pouvez bénéficier en faisant appel à eux. Donc, Nicolas, si tu veux bien activer ta caméra, ton micro, et c'est à toi pour 5 minutes, s'il te plaît. Merci Stéphane. J'ai vu qu'on avait perdu du temps, alors du coup, je vais essayer de nous en faire gagner. Bonjour. Je rogne sur ta partie. Oui, mais c'est le lot quotidien des intervenants à la fin. C'est pas grave. C'est souvent comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais faire un petit peu plus vite que prévu. Vous parlez d'une méthode que nous avons appelée Action collective territorialisée et qui est en cours de développement dans un programme de transfert à l'Institut. Son acronyme, c'est ACT, et c'est aussi en référence à la politique régionale dans laquelle cette méthode a vu le jour. Juste en introduction, vous précisez ou reprécisez que les activités de l'Institut consistent à produire des connaissances scientifiques ainsi que des usages associés à ces connaissances pour et avec les acteurs publics et privés. Et ça, c'est ce que nous appelons le transfert. Depuis le début de l'Institut Gaudin, nous travaillons en fait sur une approche de la solidarité qui se déploie et se pratique à l'échelle des territoires. Vous pouvez aller sur notre site ressources. Vous verrez les premières publications sur les pratiques solidaires. On parlait à l'époque de bassin de solidarité. Alors depuis, on utilise d'autres termes comme dynamique collective territorialisée, ou aussi évidemment le terme de pôle territorial de coopération économique. Et on a eu en fait ces dernières années un certain nombre de productions évidemment scientifiques. On a 2 thèses de doctorat qui ont été réalisées, une par Geneviève Fontaine et une par Jennifer Sianossian. Et puis on a
je dirais, durant ces dernières années, monté un ensemble de méthodes plutôt adaptées au pôle, au PTCE, sur l'implication des usagers, par exemple, ou sur l'innovation sociale. Et depuis 2 ans, nous travaillons en fait plus précisément sur les PTCE dans le cadre d'un programme de transfert qui est soutenu par le Conseil régional Hauts-de-France sur des fonds régions, mais aussi des fonds Europe et FEDER, mais aussi par le secrétariat général aux affaires régionales, l'État en région. Un programme qui vise en fait à essayer de voir s'il n'est pas possible de créer d'autres méthodes et outils au service du développement de ces dynamiques collectives territorialisées. Alors, on a fait pas mal de rencontres individuelles et collectives. On a des réseaux ici en Hauts-de-France qui organisent pas mal de réunions, de rendez-vous collectifs. On a eu aussi pas mal de temps informel avec un certain nombre de pôles émergents ou de dynamiques émergentes en Hauts-de-France. Et en fait, il y a une question qui revenait assez souvent finalement, une question qui paraît tout à fait simple en apparence, mais je peux vous assurer qu'elle est relativement complexe quand on travaille dessus. La question qui est en fait, mais comment on fait collectif? Voilà, comment on fait collectif, comment faire collectif, et aussi comment font les autres. Alors, dans une logique de recherche et développement territorialisé, comme on a parlé Quentin tout à l'heure, pour travailler sur cette question, on s'est interrogé et on a travaillé sur ce que l'on appelle, je dirais, la structure de l'action collective. Comme en fait, on travaille sur des projets de dynamique collective territorialisée depuis pas mal d'années, on a pu faire en fait une analyse de ces projets sur lesquels on disposait déjà un certain nombre de vécus, je dirais, avec eux et de connaissances. Et on a en fait identifié 9 éléments structurants qui permettent en fait de répondre à cette question comment on fait collectif, qui est une question très pratico-pratique pour le coup. 9 éléments structurants, c'est-à-dire les analyses montrent que ce sont des éléments qui se répètent, bien qu'ils s'agencent de manière différente d'un projet et d'un territoire à l'autre, avec des combinaisons propres à chaque fois, en fonction finalement des acteurs. Alors, quels sont ces 9 éléments? Je vais vous les citer rapidement parce que je suis déjà à 3 minutes 50. Je vais vous donner un exemple à chaque fois, sachant que l'exemple que je vous donne est un exemple d'un de ces 9 éléments. Mais chacun de ces éléments est constitué on va dire, de pas mal de sous-autres éléments sur lesquels on bosse avec les porteurs de projets. Alors, 9 éléments. Je pourrais vous les donner presque dans n'importe quel ordre, parce que l'originalité de cette méthode sur laquelle on travaille, et j'en suis ravi, c'est de ne donner aucun ordre prédéterminé à ces éléments. Selon les projets, ils arrivent plutôt, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Alors, 9 éléments qui structurent l'action collective. Le premier élément sur lequel, enfin, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément d'ordre préétabli. On va dire, le premier élément des 9, c'est ce que l'on appelle les configurations. Les configurations du collectif, dans le sens où il y a des configurations différentes d'un projet à l'autre, d'un territoire à l'autre, mais ces configurations finalement reviennent systématiquement. On voit par exemple le collectif se monter à partir d'un acteur qui réunit autour de lui un certain nombre d'autres personnes et d'autres organisations. Parfois, il y a déjà un noyau dur qui est construit en quelque sorte. Donc, à partir de là, on n'aura pas en fait les mêmes pratiques pour développer le collectif. Ensuite, on a ce que l'on appelle les facteurs influents et notamment les configurations dont je viens de parler. Par exemple, on a des reconnaissances différentes que les uns les autres peuvent donner aux porteurs en matière par exemple de légitimité. On travaille aussi dans cet élément-là sur les facteurs influents, sur finalement dans ce collectif, quels sont les acteurs qui peuvent avoir finalement le leadership. On a aussi un élément que l'on appelle les moments. Toutes les personnes qui ont monté un projet savent ce dont on parle quand on parle de montage du puzzle. C'est-à-dire, dans la construction d'un projet collectif, vous avez d'autres partenaires qui arrivent, qui participent au projet, un projet qui continue de s'épaissir, de se développer. On reprend un temps pour retravailler ce projet. Il y a des opportunités qui arrivent. Bref, on regarde toujours un petit peu la cohérence de la chose
en montage dynamique. C'est ce que l'on fait notamment dans le cadre de cet élément. On a un autre élément que l'on a appelé la structuration et les degrés d'hétérogénéité du collectif, c'est-à-dire qu'on a finalement des collectifs qui sont plus ou moins variés en acteurs, en compétences, en leadership également. Alors tout ce que je viens de dire, eh bien, ça va jouer sur la suite des autres éléments, notamment un élément que l'on appelle les espaces de construction du collectif. On parle souvent des rencontres collectives, mais il serait une erreur de croire que les collectifs se montent forcément à travers des réunions collectives. Il y a une importance toute très clair sur l'opportunité d'organiser des rencontres individuelles, parfois en amont de rencontres collectives, pour s'assurer des intérêts des uns des autres, des adhésions, de construction, etc. C'est-à-dire que le collectif ne doit pas non plus retirer l'idée qu'il y a aussi une action individuelle, même évidemment dans des collectifs. Ensuite, on a un autre élément qu'on appelle les ressources. Alors les ressources financières, bien entendu, mais pas que. Il y a aussi d'autres types et natures de ressources dans les projets collectifs. On sait par exemple qu'on voit toujours apparaître des fonctions, des personnes qui ont des fonctions de stratégie. S'il n'y a pas de ressources stratégiques, ça va être très compliqué d'avancer, mais aussi des fonctions d'animation, mais aussi des fonctions d'ingénierie de projet, parce que si vous n'avez que des fonctions stratégiques et d'animation et que vous n'avez pas d'ingénierie de projet, ça va être compliqué de monter des projets, pour le dire tout simplement. On a un autre élément que l'on appelle les outils, qui sont en fait les outils disponibles ou à créer au regard du projet qui se développe. Et puis on a deux autres éléments, ce qu'on appelle les éléments de méthode. Par exemple, comment le projet se construit en itératif. On fait des rencontres et puis ensuite le projet se nourrit de ces rencontres et puis continue d'avancer. On a ces boucles d'itération-là, par exemple. Et puis un dernier élément qu'on appelle les fondamentaux. Alors dans ces fondamentaux, on a par exemple le fait que, eh bien, il faut de toute façon réussir à donner l'envie aux autres, alors même que parfois le projet n'existe pas encore parce qu'on est vraiment sur des projets en émergence de collectifs. Alors, c'est une méthode qui se construit grâce à toutes les interactions qu'on a avec les porteurs de projets qui montent ce type de projet. Comment se passe ce qu'on pourrait appeler l'accompagnement? L'idée, c'est pas du tout que les porteurs comprennent ces éléments d'une manière scolaire. Le but, en fait, c'est de voir avec eux et de déterminer avec eux leur configuration contextuelle et les pratiques qui pourront, en fait, être mises en place. Il arrive aussi parfois que l'on identifie d'autres projets qui ont rencontré les mêmes difficultés ou des problèmes, et dans ce cas-là, on peut les mettre en relation. Et ce que l'on fait beaucoup en fait dans ce travail avec les porteurs, c'est de le mettre en situation de réflexivité ensemble pour essayer d'avancer sur leur projet. Combien de temps? On peut y passer une après-midi, une journée, 6 jours, 7 jours. C'est vraiment en fait au regard du besoin de chacun des projets. Alors qu'est-ce que ça produit? Et je terminerai par cela. Ce qu'ils nous disent en fait, c'est que ça leur permet d'avoir une structuration et de gagner en clarté, d'envisager les possibles aussi pour l'avenir, pour que les porteurs en fait puissent faire leur propre choix, de déterminer avec eux, je dirais, des voyants qui se mettent au rouge, au vert, et de tracer de bonnes directions. Mais aussi potentiellement d'identifier des voies risquées. Voilà, c'est le travail que l'on mène avec eux sur cette méthode. Merci. Bonjour, donc Anne-Laure Federici du RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Donc la CRES m'avait confié la lourde tâche de conclure cette rencontre très riche, qui a connu quelques problèmes techniques, mais très riche. Et peut-être très rapidement, je voudrais mettre en évidence peut-être 3 points. Le premier point, c'est d'abord la richesse des ressources et des dynamiques en région et au niveau national. On l'a vu avec le travail, l'étude menée par le labo de l'ESS, l'identification des leviers, la coopération, le programme ACT de la région, bientôt un nouveau programme de soutien aux pôles territoriaux de coopération économique mené au niveau national. Donc on a vraiment, et puis les témoignages des initiatives qui ont été présentées et le travail mené par l'Institut Gaudin qui est reconnu au niveau national et
et même plus loin. Alors, peut-être la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de dynamique de coopération et peut-être que ce serait intéressant de s'intéresser aussi à tout ce qui peut être un frein à cette dynamique et aux conditions de la coopération, parce qu'effectivement, la coopération, c'est pas quelque chose de naturel. Le fait de faire collectif, comme l'indiquait l'Institut Godin, c'est pas quelque chose de naturel. Et là, peut-être, je renvoie aux travaux de l'Institut des territoires coopératifs qui travaille sur l'implicite de la coopération et qu'est-ce qui fait qu'on peut coopérer. Parce que ça implique un changement de posture, aussi bien côté collectivité locale, comme ça a été indiqué, mais aussi côté acteur. Le deuxième point, c'est alors dans le cadre des travaux donc, menés par le RTES, donc, qui est un réseau national qui rassemble un peu plus de 140 collectivités locales de différents échelons, qui a travaillé notamment sur la question des PTCE. Le RTES est un réseau ressources pour les collectivités et a comme objectif aussi de porter la parole des collectivités pour faire avancer la place de l'ESS dans les politiques publiques au niveau local, national et européen, qui rassemble tout type de collectivités en milieu rural et comme en milieu urbain. L'approche du RTES, c'est pas simplement comment une collectivité peut accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi comment une collectivité peut développer son territoire avec l'économie sociale et solidaire. Il y a plusieurs points importants qui ont été mentionnés dans cette rencontre sur les leviers des collectivités locales, sur le fait de comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à faire connaître les acteurs de leur territoire, faciliter la mise en réseau des acteurs, financer et notamment pouvant aller jusqu'à la participation dans des structures économiques comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif. On a également évoqué le rôle des collectivités en matière d'aménageurs, de faciliter l'accès aux fonciers, de facilitateurs. Mais il y a un certain nombre de conditions aussi pour que les collectivités, pour favoriser la coopération côté collectivité locale. Et peut-être simplement par rapport à ce qui a été dit, il y a deux points peut-être qui me semblent importants. D'abord, c'est la volonté politique qui doit être forte. Le deuxième point qui a été peu évoqué, c'est la question des modes de contractualisation entre acteurs publics et acteurs privés. Et notamment la question des appels d'offres et de la mise en concurrence un peu systématique que ces appels d'offres impliquent. Et ces appels d'offres ne facilitent pas la coopération. Il y a d'autres choix qui sont possibles, qui favorisent davantage la co-construction et la réponse donc conjointe aux besoins des habitants et des territoires. Le changement de posture a été évoqué à plusieurs reprises. Peut-être juste pour finir, le dernier point, c'est que c'est important effectivement d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui se fait, de partager les expériences, de s'inspirer, de s'appuyer sur les ressources du territoire. Et ce type d'atelier est extrêmement important et sans doute mériterait d'être dupliqué. Un point d'actualité qui me semble une opportunité importante pour ces dynamiques, c'est la mise en œuvre des contrats de relance et de transition écologique, les CRTE, qui vont accompagner la relance dans les territoires en faveur de la transition et de la cohésion territoriale. Les collectivités vont être amenées dans les prochains mois, avant le 30 juin en tout cas, à arrêter le contenu de leur CRTE qui vont être conclus pour la durée 2020-2026. Il nous semble au RTES qu'il y a un gros enjeu, à la fois pour les collectivités locales et pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ces dynamiques de SS soient bien inscrites au sein de ces CRTE. Voilà, très rapidement, ce qui me semblait important de dire. Et bravo pour cette rencontre, en dépit des quelques soucis techniques. Merci.